Washington DC baignait dans une lumière douce et dorée en ce matin d'automne. Les rues, bordées de maisons imposantes, étaient d'une tranquillité presque surnaturelle. L'air frais portait le parfum de l'érable et de la châtaigne, des feuilles de couleur or et rouge virevoltant doucement, créant une mer de couleurs sur le trottoir. Le quartier de Georgetown respirait le calme et la prospérité, un havre où les échos du monde extérieur semblaient être étouffés par les murs épais des maisons victoriennes et modernes. C'était un endroit où la vie semblait suivre son cours sans heurts, où les diplomates, juges et hauts fonctionnaires vivaient, protégés de l'agitation quotidienne qui marquait les rues du centre-ville. Dans l'une de ces demeures imposantes, Angela Ellison se préparait à sortir. Elle referma doucement le portail automatique de sa propriété, un geste gracieux qui contrastait avec l'agitation intérieure qui commençait à bouillonner en elle. L'air frais de l'automne caressa son visage alors qu'elle ajustait sa veste noire de tweed et ses lunettes de soleil. Elle était l'image même de l'élégance, de l'assurance et de la tranquillité. À 46 ans, Angela avait acquis une réputation bien méritée à la fois en tant que professeure de droit à l'université de Georgetown et militante des droits civiques. Sa voix forte et claire résonnait dans les couloirs des tribunaux et des universités, où elle défendait sans relâche les causes de la justice sociale, l'égalité raciale et l'éducation pour tous. Mais aujourd'hui, cette tranquillité apparente allait être brisée. Elle s'approcha de sa voiture, une berline noire, classique et sophistiquée, son reflet brillant sous le soleil matinal. Elle s'installa au volant, posant ses affaires sur le siège passager et ajustant le rétroviseur. Elle avait une conférence à l'université, un discours qu'elle avait préparé pendant des semaines. C'était une opportunité rare de s'adresser à une salle remplie d'élèves, de collègues et d'acteurs du changement. Angela était sur le point de partir, de poursuivre son travail qui consistait à changer le monde, un étudiant à la fois. Elle inséra les clés dans le contact, sentant son cœur battre un peu plus fort à l'idée de l'impact qu'elle pourrait avoir aujourd'hui. Cependant, alors qu'elle tournait doucement la clé, un bruit de freinage brusque fit sursauter Angela. Une voiture de police s'arrêta derrière elle, ses phares éclairant violemment la voiture. Avant même qu'elle ait eu le temps de réagir, un homme descendit précipitamment de son véhicule, l'air tendu. Il était grand, portant une casquette de police et un uniforme sombre. Il avançait d'un pas vif, son regard fixé sur elle comme s'il venait de découvrir un secret qu'il devait immédiatement résoudre. Sans un mot, il dégaina son arme et la pointa directement sur Angela. Le froid métal du canon reflétait le soleil du matin. À cet instant, Angela ressentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas possible. Pourquoi elle? Pourquoi cette situation? Sortez du véhicule, maintenant. Montrez vos mains, hurla l'homme d'une voix dénuée de toute nuance de calme. Angela, stupéfaite et sur le point de perdre ses repères, leva lentement les mains, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. Elle savait que tout ce qui se passait en ce moment allait bien au-delà d'une simple erreur. Ce n'était pas une simple interpellation. C'était quelque chose de plus profond, un réflexe humain, racial. Un jugement. Officier, je vis ici. C'est ma voiture. Vous êtes en train de faire une grave erreur. Sa voix, tremblante mais claire, s'éleva contre l'arrogance de l'agent. Mais ses mots se perdirent dans l'air froid, comme une bouffée de chaleur emportée par un vent glacial. L'homme ne l'écoutait même pas. L'agent Travis Cooper n'était pas un inconnu. Il était l'un de ces policiers connus pour ses opinions tranchées, souvent empreintes de préjugés raciaux. Les rumeurs couraient sur ses propos en ligne, des commentaires racistes et haineux qu'il effaçait juste avant qu'il ne soit capturé par des captures d'écran. Mais aujourd'hui, il était bien réel, et son regard dur et accusateur ne laissait aucune place à la discussion. À ses yeux, une femme noire dans une voiture de luxe dans un quartier comme celui-ci ne pouvait être qu'une voleuse. Il ne voyait pas Angela Ellison, professeure, militante, mère de famille. Il ne voyait que l'ombre de ces stéréotypes. Mettez-vous à genoux, les mains sur la tête. Immédiatement, ordonna-t-il avec une froideur implacable. Le monde autour d'Angela sembla s'effondrer. Elle sentit la honte et la peur l'envahir, mais elle n'eut pas le temps de se perdre dans l'émotion. Ses pensées allèrent immédiatement à ses enfants, à son mari, à la dignité qu'elle avait bâtie sur des années de lutte. Elle savait qu'elle devait rester calme, même si chaque fibre de son être lui criait de résister. Elle baissa la tête, tenta de prendre une profonde inspiration et répondit, d'une voix plus basse, mais pleine de dignité. J.M. appelle Angela Ellison. Je suis la propriétaire de cette maison.
Vous êtes en train de faire une grave erreur. Elle avait espéré que son nom, sa réputation, sa position dans la communauté la protégerait. Mais rien n'arrêta l'agent. Rien n'arrêta la haine qui semblait percer à travers ses yeux. Il s'avança, armé, sans écouter un seul mot de la vérité. Il plaqua Angela au sol, l'insultant presque en lui passant les menottes, sans se soucier de ses blessures émotionnelles, sans aucun respect pour sa dignité. Il ne la voyait pas comme une personne. Il ne la voyait que comme un stéréotype, une menace à neutraliser. Au même moment, Mark Ellison venait de sortir d'une réunion confidentielle au siège de la CIA à Langley. Une réunion à laquelle il avait consacré toute son attention, mais dont il n'imaginait pas l'issue imprévisible. Les derniers dossiers d'investigation sur des affaires de sécurité nationale avaient exigé toute son expertise. Cependant, à peine la porte de la salle de conférence s'était-elle refermée derrière lui qu'un appel interrompit brusquement ses pensées. C'était son voisin. La voix paniquée à l'autre bout du fil ne laissa aucune place à l'ambiguïté. « Mark, il faut que tu viennes. Ta femme est menottée devant la maison, un flic l'a braquée avec une arme. C'est le chaos ici. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Mark comme un coup de tonnerre. Angela, sa femme, l'image de la raison, de l'équilibre et de la force, subissait cela. Il était hors de question que cette scène de violence et d'humiliation continue. Il ne dit rien, aucun mot ne lui venait à l'esprit. La seule pensée qui traversa son esprit fut de se rendre immédiatement sur place. Son visage se ferma comme une porte métallique. Il n'avait pas besoin de plus d'informations. Il savait ce qu'il devait faire. Il tourna son regard vers son chauffeur, un homme expérimenté qui savait quand accélérer sans poser de questions. « Prenez la route, maintenant !» En quelques secondes, les moteurs des 3 SUV fédéraux rugirent alors qu'ils se précipitaient dans les rues étroites de Georgetown, leurs pneus dérapant légèrement sur l'asphalte frais de l'automne. Mark s'enfonça dans son siège, son regard resté figé sur la route, tout son être tendu par la colère, la peur et le besoin urgent d'une réponse. Il se battait pour garder son calme, mais au fond de lui, une rage froide montait. Le directeur du FBI était un homme de pouvoir, mais face à cette situation, il était un homme avant tout, un homme dont la famille était menacée. Lorsque les SUV s'arrêtèrent devant sa maison, un spectacle presque irréel s'offrit à lui. Angela, sa femme, était au sol. Ses cheveux étaient en désordre, éparpillés autour de son visage marqué par la poussière. Ses poignets, plaqués contre le pavé, étaient meurtris par les menottes qui les entouraient. Les traits de son visage étaient tendus, mais ce qui frappait le plus était sa dignité intacte. Malgré l'humiliation, malgré l'angoisse, Angela restait droite. Elle ne laissait pas la situation l'abattre, mais Mark pouvait voir les tremblements qui agitaient ses mains et la pâleur de ses lèvres. L'agent Travis Cooper, une figure qu'il reconnaissait vaguement, se tenait là, son arme braquée sur Angela, parlant dans son talkie-walkie comme si elle n'était qu'un délinquant de plus à appréhender. Il semblait presque indifférent à ce qu'il faisait. Pour lui, cette scène faisait partie de la routine. Une femme noire, dans une voiture de luxe, dans un quartier huppé, ne pouvait être qu'une criminelle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qui arrivait en ce moment même était plus qu'un simple fonctionnaire. C'était Mark Ellison, directeur du FBI, et il n'avait pas l'intention de laisser cet abus de pouvoir impuni. Lorsque Mark sortit du véhicule, un silence glacial s'installa instantanément. Ceux qui étaient présents, agents fédéraux ou policiers locaux, comprirent immédiatement la gravité de la situation. Le visage d'Angela était à la fois celui d'une victime et d'une reine déchue, mais elle n'avait pas perdu sa dignité. Mark s'avança, ses yeux fixés sur l'agent Cooper, un jeune homme dont l'arrogance était palpable. « Agent Cooper, lâchez votre arme. Retirez vos mains de cette femme. Immédiatement. » Mark n'avait pas crié, il n'avait pas perdu son calme. Sa voix, calme mais pleine de fermeté, portait la puissance de son autorité. Chaque mot semblait résonner comme un avertissement. L'agent Cooper, visiblement déstabilisé, recula de quelques pas, livide, réalisant peu à peu la gravité de son erreur. Il se tenait là, tremblant presque, une arme toujours en main, mais la situation lui échappait rapidement. Les agents fédéraux qui accompagnaient Mark, des hommes et des femmes d'une discipline de fer, encerclèrent rapidement la scène, prenant le contrôle sans hésiter. En un clin d'œil, l'agent Cooper se retrouva désarmé et menotté, ses mains désormais prises dans les menottes qui avaient été réservées à Angela. Le contrasté de la situation était saisissant. Le jeune policier,
qui se croyait en toute impunité, se retrouvait soudainement comme une proie face à l'autorité supérieure. « Monsieur, je suis en opération. » Elle a refusé d'obéir. Balbutia Cooper, ses paroles n'ayant plus de poids. Mark Ellison le regarda froidement, un regard qui exprimait bien plus que la simple colère. C'était un regard de jugement, de responsabilité et de pouvoir. L'agent Cooper avait cru qu'il pourrait échapper à toute conséquence, mais il venait de commettre une erreur tragique en braquant son arme sur Angela Ellison, l'épouse du directeur du FBI, et il allait en payer le prix. Mark se tourna vers Angela. Lorsqu'il s'agenouilla auprès d'elle, le monde sembla se figer autour d'eux. Leur regard se croisa, et malgré la situation chaotique, il y avait une compréhension silencieuse entre eux. Angela ne pleurait pas, même si ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Elle tremblait, oui, mais elle restait droite, chaque fibre de son être réclamant justice. Il prit doucement ses mains menottées et les serra dans les siennes, avec une tendresse infinie. Puis il se releva, se redressant en même temps que la réalité de ce qu'il venait de faire face à une injustice criante l'envahissait. Mark se tourna vers ses agents, qui étaient prêts à suivre ses ordres. Le pouvoir du système venait de basculer en sa faveur, mais cela n'allait pas s'arrêter là. Cette humiliation publique, cet abus de pouvoir de la part de l'agent Cooper, allait devenir le point de départ d'une bataille bien plus vaste, une bataille pour la dignité, pour la justice, pour que des hommes comme Cooper ne puissent plus jamais abuser de leur pouvoir. Mark, sans un mot, se tourna une dernière fois vers Angela. Il savait que la guerre pour rétablir l'honneur de sa famille venait de commencer. Le soir même, l'atmosphère à Washington DC était saturée d'une tension palpable. Les chaînes de télévision nationales, habituées à couvrir des événements d'une grande portée, suspendirent leur programmation pour une annonce exceptionnelle. Les journalistes s'installèrent devant leurs caméras, le regard sérieux et empreint de gravité, une nouvelle qui allait se propager comme une traînée de poudre. Mark Ellison allait s'adresser à la nation. Le monde entier savait qu'il ne s'agissait pas d'un discours ordinaire. C'était une intervention qui allait marquer l'histoire. Alors que les journalistes prenaient leur place et que les lumières s'allumaient sur la scène de la Maison-Blanche, Mark Ellison se tenait derrière le pupitre, son visage stoïque mais son regard chargé de conviction. Il était un homme de pouvoir, un homme habitué au discours public, mais ce soir-là, c'était son âme qui parlait, non son titre. La tension dans la salle était telle qu'on pouvait presque entendre les battements de cœur des spectateurs. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. Son ton était ferme, mais l'émotion était palpable, presque indéfinissable. L'homme qui dirigeait le FBI, institution symbole d'autorité et de protection, devenait la voix d'un pays en proie à ses propres contradictions. Aujourd'hui, une femme noire a été humiliée devant sa propre maison. Non parce qu'elle représentait un danger, mais parce que notre société continue de juger selon la couleur de peau, et non selon les faits. Cette femme, c'est mon épouse. Mais elle aurait pu être n'importe laquelle d'entre vous. La gravité de ces paroles résonna à travers les murs de la Maison-Blanche, traversa l'écran de télévision et se posa dans l'esprit de chaque citoyen américain. Les mots de Mark Ellison faisaient écho à une réalité que beaucoup refusaient encore de voir. La violence systémique, le racisme qui persévérait dans les forces de l'ordre, dans les rues, dans les quartiers, étaient désormais incontestables. Le racisme n'était pas un accident, mais un système. Et ce système, nous allons le détruire. La promesse était nette. Les jours où le profilage racial pouvait se produire sans conséquence, où des innocents pouvaient être humiliés et maltraités, étaient révolus. Ce que Mark Ellison venait de dire n'était pas qu'une simple dénonciation. C'était un engagement. Un changement radical dans la manière dont les institutions américaines allaient traiter la question raciale. Il annonça des mesures concrètes, notamment la création d'un mécanisme indépendant d'enquête sur chaque incident impliquant un profilage racial par les forces de l'ordre. À partir d'aujourd'hui, chaque acte de profilage racial au sein des forces de l'ordre fera l'objet d'enquêtes automatiques et indépendantes. Les jours où les policiers pouvaient humilier sans conséquence sont terminés. Mark Ellison ne parlait pas seulement pour lui-même. Ce discours, tout en étant profondément personnel, était une réponse pour des milliers d'autres, pour des générations entières qui avaient enduré la même humiliation et les mêmes injustices. L'intensité de ces mots, leur force, fit basculer le pays dans une prise de conscience collective. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les chaînes d'information continuaient de diffuser en boucle les extraits de son discours.
alors que les citoyens, des quartiers les plus modestes aux cercles politiques les plus élevés, se retrouvaient dans une solidarité inédite. L'heure n'était plus à la dénégation, mais à l'action. L'agent Cooper, l'homme qui avait braqué son arme sur Angela, devint instantanément un symbole d'un système injuste, un système qu'on pouvait désormais renverser. Le lendemain, l'agent Cooper fut officiellement radié des forces de l'ordre. Mais cela ne s'arrêta pas là. Il fut poursuivi pour usage abusif de la force et menaces sous armes, des accusations qui n'étaient pas simplement des formalités judiciaires, mais une réponse forte et publique à l'impunité que certains agents de la loi croyaient pouvoir exercer sans scrupule. Le procès de l'agent Cooper, qui allait bientôt être médiatisé, serait le témoin d'un pays à un carrefour moral. Le lendemain, le nom d'Angela Ellison ne résonnait plus comme celui d'une victime, mais comme celui d'une héroïne. Une femme qui, au cœur de l'humiliation publique, avait fait preuve d'une dignité qui ne pouvait être ignorée. Ce n'était plus la femme d'un homme puissant, ni la victime d'une injustice. C'était une femme forte, une figure de résistance face à un système corrompu. Lors de sa première conférence à Georgetown, quelques jours après l'incident, Angela Ellison s'avança devant ses élèves, son regard calme, mais perçant. Son discours ne portait pas sur l'incident lui-même, mais sur l'ampleur du changement qu'elle avait provoqué. « Si mon humiliation a permis d'ouvrir les yeux de ce pays, alors je la porte comme une médaille. Mais sachez que personne, jamais, ne devrait avoir à sacrifier sa dignité pour réveiller une nation endormie. » À ces mots, la salle entière de l'université, remplie de jeunes femmes noires, éclata en applaudissements nourris. Leur admiration pour Angela n'était pas seulement due à sa force personnelle, mais à ce qu'elle représentait pour elles, la possibilité d'un changement, d'une réparation historique, d'une reconnaissance de leur dignité. Ce moment marqua une rupture. Non seulement pour les jeunes femmes qui avaient assisté à cette conférence, mais pour l'ensemble du pays. Ce n'était plus un simple incident de profilage racial, mais un symbole puissant d'une nation qui commençait à se remettre en question. Un pays qui, après des décennies d'injustice visible et invisible, était enfin prêt à écouter et à agir. Angela Ellison, avec sa dignité intacte, était devenue un phare de cette nouvelle ère. Et dans cette même salle, des centaines de jeunes femmes, les yeux brillants de fierté et de détermination, se levèrent pour l'applaudir. Elles savaient que cette victoire, bien qu'elle soit le fruit d'une lutte longue et pénible, n'était que le premier pas vers une libération collective.